Dans la mer de Siam et dans la mer de Chine. C'est l'hôtel aussi où descendait sans cesse Somerset Maugham, qui pourtant connaissait tous les hôtels du sud-est asiatique, mais c'était son hôtel préféré. Et puis c'était aussi l'hôtel où descendait Noel Coward et où il prenait son thé en rédigeant ses pièces aux réparties tellement spirituelles devant ce fleuve dont on ne se lasse jamais, tant il est sans cesse l'artère principale de Bangkok, celle où toute la vie ne cesse de s'écouler en remontant, en redescendant, avec en même temps tout un lot de légendes et de souvenirs. Alors tout ça, ça se trouve à l'Oriental, où je vais retrouver mon invité, le prince Kolona, qui est l'un de ces étrangers qui se sont installés en Thaïlande et qui portent en eux une grande part de la mémoire de ce pays. Nous sommes maintenant au cœur de l'ancien oriental, parmi les souvenirs de tous les écrivains qui sont descendus dans cet hôtel, les photos du Siam d'autrefois, les souvenirs aussi de Jim Thompson. Et j'ai le plaisir d'y retrouver le prince Kolona que j'ai connu il y a longtemps, bien longtemps, lorsque j'étais enfant, et que le hasard replace en face de moi à cette occasion. Alors Philippe, vous vouliez nous dire tout de suite une chose qui vous semble très importante lorsque l'on parle d'une émission sur Bangkok, c'est-à-dire de citer véritablement le nom de Bangkok. Le nom de Bangkok, parce que le nom de Bangkok est le nom employé uniquement par les étrangers. Mais les Thaïs ont leur nom propre. Mais je vais vous le lire parce que vraiment c'est trop difficile à retenir. Ça s'appelle Kruntep Mahanakorn Amon Ratanakosindra Mahindra Ayutthaya Mahadilopop Naparatana Rajdhani Buriram Udon Rajnivet Mahatan Amon Piman Avatan Satit Sakatu Titiya Vishnu Karn Prasit. Voilà le nom. Et vous parlez thaï? Oui, mais alors maintenant je vais vous le dire en français. Et vous parlez thaï? Je parle thaï, oui, mais oui, c'est exact, je parle thaï. Je l'écris. La prononciation, ça marche très bien. Oui, vous êtes bien. Mais je vais vous dire ce que ça veut dire. Oui, oui, allez-y. Ça veut dire la cité des anges, la grande ville, la résidence de la réincarnation du Bouddha, l'invincible ville du dieu Indra, la grande capitale du monde, possédant les 9 pierres précieuses, heureuse cité où il y a de nombreux palais royaux qui ressemblent au paradis dans le ciel. La ville donnée par Indra est reconstruite par Vishnu. On peut comprendre malgré tout que les touristes disent Bangkok, c'est quand même plus simple. C'est quand même un peu plus court. Oui. Alors vous êtes venu ici pour la première fois au début des années 50. Oui, je suis venu ici en 55, si je me souviens bien. Alors à cette époque-là, c'était la Venise de l'Orient, c'était la ville des Klong, il y avait des canaux partout. Exactement. J'habitais d'ailleurs pas loin d'ici, sur Silom, et Silom était coupé en deux, avec d'un côté le Klong, c'est-à-dire la rivière, et de l'autre côté la rue. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces canaux? Eh bien, du fait de la circulation, et que maintenant Bangkok est devenue une ville de 6 millions d'habitants, voire plus, eh bien, ils ont été obligés de combler ces clombes pour faire des routes qui vont dans un sens et dans l'autre. Oui, alors un peu du charme de Bangkok est parti. Beaucoup de son charme est parti, je dirais beaucoup de son charme. Cependant, de l'autre côté du fleuve, on aura l'occasion de se rendre compte pendant ces 24 heures, il reste encore toute une zone de Klong qui est assez bien préservée et qui est une grande beauté. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le Klong Bangkok Noi, là où la cimenterie était et où les gens venaient chercher du ciment pour construire leur maison en 1790, au moment de Rama Ier, et c'est pour ça que les gens disaient, bon, va à Bangkok chercher du ciment. Et le nom est resté à la ville. Alors vous venez dans les années 50, vous venez de plus en plus souvent, vous avez des affaires ici. Dans les années 60, vous connaissez Jim Thompson, personnage légendaire. Ah oui, c'est un personnage légendaire, c'était un homme charmant, plein de charme. Un Américain. Un Américain plein de charme, qui est venu ici, qui a été séduit par le pays, et qui a décidé de relancer l'industrie de la soie qui était complètement tombée. Il a réussi d'une manière incroyable. Il a réussi d'une manière incroyable. Il a pris beaucoup, il a été chercher beaucoup dans les campagnes les gens pour les métiers, pour faire des... Ce sont généralement les musulmans qui tissent la soie ici. Et comment dirais-je, il a retrouvé les artisans. Il a retrouvé les artisans, il a retrouvé les couleurs, il a retrouvé tout ça.
Et il s'est lancé dans la soirée où il a eu beaucoup de succès. Alors il était américain, ses soirées sont allées notamment dans les grands magasins américains où elles ont obtenu effectivement énormément de succès. Oui. Mais alors Jim Thompson est aussi un personnage mystérieux par sa disparition. On aura l'occasion d'en parler, d'ailleurs on va aller dans la maison de Jim Thompson bientôt. Oui. Est-ce que vous avez une explication à cette disparition? Mais écoutez, c'est extrêmement bizarre parce que moi j'ai su par l'ami avec qui il était parti, qui était sa directrice, qui s'appelait Madame André Borot, et qui m'a raconté que c'était un homme qui fumait énormément. Et dans le resort où ils étaient en Malaisie, il avait laissé son paquet de cigarettes sur la table en disant « je vais faire un petit tour, je reviens tout de suite ». Et puis au bout d'une demi-heure, ne le voyant pas revenir, tout le monde s'est inquiété et on ne l'a jamais retrouvé. Il a disparu. C'était évaporé en 1967, ou oui. On l'a évaporé. On ne sait pas. On a recherché s'il y avait eu un tigre, s'il y avait des traces de pneus, s'il y avait des traces de pas. On n'a rien trouvé. Mais il y a eu une chose bizarre quand même, c'est que sa sœur, dans la même année, a été assassinée à New York. On disait qu'il était un agent de la CIA. Oui, il ne s'en cachait pas. Il disait que pendant la guerre, il avait travaillé dans le renseignement. C'est ça. Mais sans plus, sans autre... Dans les années 60, vous décidez de vous installer ici. Dans les années 80, vous décidez de vous installer ici. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme qui fait des affaires dans le monde entier, qui a fait le tour du monde, enfin un citoyen du monde... Oui, j'ai fait beaucoup de fois le tour du monde. Oui, décide à un moment de s'installer à Bangkok. Pourquoi est-ce qu'on prend cette décision? Eh bien, écoutez, je crois que moi, c'est à la suite d'une rupture, oui. d'une séparation. Je suis venu ici et j'ai trouvé la qualité de vie extraordinaire, où les gens sont d'une gentillesse. Dès que l'on a besoin de quelque chose, ils sont tout de suite là à vous aider, à vous sourire. Dès que vous rencontrez quelqu'un, la première chose qu'il fait, c'est qu'il vous sourit. Et je trouve que le sourire, ça ouvre déjà énormément de portes. Et puis alors, ce à quoi vous êtes très sensible aussi, c'est le fait que c'est en fait une société qui est solidaire. C'est-à-dire, au fond, c'est une société pauvre, mais ce n'est pas une société misérable. Absolument pas. Car je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais vous regardez les enfants, vous regardez les gens dans la rue, personne ne meurt de faim en Thaïlande. Ils ne sont pas riches, c'est exact, mais ils ont tous de quoi manger et ils sont heureux. Mais je crois que ça tient aussi beaucoup du fait de la religion. Vous savez, la religion ici a une grande emprise sur les gens. Et le fait qu'on soit obligé de nourrir les bonzes tous les matins, que c'est une forme de pratiquer la religion, c'est de nourrir les bonzes. Et je crois que de ce fait-là, on distribue la nourriture et on ne conçoit pas que quelqu'un puisse mourir de faim. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas riches, ils n'ont peut-être pas les moyens comment dirais-je, de s'acheter des télévisions ou des choses comme ça, mais personne ne meurt de faim. Alors, tous les jeunes gens, de toute façon, doivent devenir bons un jour ou l'autre. Tous doivent devenir bons, généralement avant l'âge de 25 ans. C'est ça. Avant l'âge de 25 ans, car ça apporte des bienfaits à la famille et ça leur permet de renaître dans une vie meilleure pour leurs parents. Et il faut toujours que les jeunes soient bons avant 25 ans. Mais alors, depuis la première fois où vous êtes venu ici, et puis surtout depuis que vous y êtes installé, la Thaïlande a quand même été saisie par une croissance économique considérable. Bangkok est une ville tentaculaire. Ouais. Est-ce que la société thaïlandaise n'a pas été abîmée par cette croissance? Je dirais que je crois qu'on revient encore au bouddhisme. Je crois que le bouddhisme tempère tout ça, car c'est une ville, une religion très tolérante. Et je crois que de ce fait-là, les gens ont assimilé un peu cette civilisation qui maintenant, comment dirais-je, ce n'est plus un pays sous-développé, c'est un pays très développé maintenant en Thaïlande. Et je dirais que même dans le sud-est asiatique, c'est le plus évolué du coin, oui, le plus certainement. À côté des pays qui l'entourent, ici, la qualité de vie et le niveau de vie montent tous les jours de plus en plus. Comment est-ce que vous expliquez que parmi les expatriés, les gens qui ont décidé de s'installer en Thaïlande, on rencontre des personnages tout à fait étonnants qu'on ne rencontrerait pas ailleurs? Par exemple, d'anciens ambassadeurs de France qui, à la fin
de leur vie diplomatique, ont finalement décidé de revenir s'installer ici. Oui, vous avez, par exemple, le dernier, c'était Yvan Bastouille. Avant, c'était Gérard André. Et le premier, ça a été Achille Clarac. Ils sont installés ici. Oui, mais Achille Clarac a fait beaucoup de choses pour le pays. Il aimait énormément le pays. Et avec son fils Henri Pagot Clarac, ils ont fait un guide sur la Thaïlande qui fait encore autorité à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, son fils doit faire une nouvelle édition dans les années prochaines, là. Est-ce que le fait que l'aristocratie thaï, les grandes familles parlent français d'une manière naturelle, est-ce que c'est pas aussi une explication de la facilité qu'ont les Français à s'installer en Thaïlande? C'est possible. L'aristocratie et la noblesse, ils parlent tous français. La langue véhiculaire pour les affaires, évidemment, C'est l'anglais. c'est l'anglais. Oui. C'est l'anglais. Mais toute la famille royale parle français. D'ailleurs, la reine était habillée par Pierre Balmain et se faisait toujours habiller par des couturiers français. Philippe Colonna, est-ce que vous avez la nostalgie de la France quand vous êtes ici? J'aime beaucoup mon pays. Mais je dois dire que je suis devenu un petit peu avec une âme thaïlandaise, peut-être maintenant, car je trouve que les gens ici vous adoptent très bien. Ils sont d'une gentillesse avec vous. Vous savez, il y a une chose extraordinaire, c'est que il n'y a pas de violence ici. Moi, je vis ici depuis 20 ans. Je n'ai jamais eu ma maison cambriolée ou ma voiture abîmée. Je m'est arrivé de laisser de l'argent dans ma voiture et de ne pas fermer à clé. J'ai toujours tout retrouvé. Vous pouvez vous promener en Thaïlande partout sans risquer de vous faire dévaliser aussi bien de jour comme de nuit. Merci Philippe Colonna de nous avoir si bien parlé de la Thaïlande, votre pays d'adoption. Vous dites qu'il n'y a pas de violence, effectivement, on le constate. Cependant, il y eut dans l'histoire de la Thaïlande des épisodes violents, des épisodes douloureux. 10 ans avant même que vous ne veniez en Thaïlande, eh bien, il y a eu une sorte d'occupation japonaise avec la construction d'une ligne de chemin de fer et du fameux pont de la rivière Kwai, sur laquelle nous allons maintenant nous pencher. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci beaucoup, Frédéric.